Merci d'avoir répondu à cette invitation de Médias en scène pour venir donc nous parler d'éducation aux médias, nous faire partager votre vision de ce sujet, peut-être de ce que vous comptez faire aussi. L'éducation aux médias, ce n'est pas un dispositif très nouveau, mais c'est vrai que c'est devenu une préoccupation majeure, un enjeu démocratique, citoyen, notamment depuis les attentats de 2015, on va en reparler, mais aussi avec les problématiques que posent aujourd'hui les réseaux sociaux, notamment à l'ère des fake news, des infox, des théories du complot aussi. Je le disais, ce n'est pas un dispositif très nouveau parce que c'est au début l'éducation aux médias, dès les années 80, un mouvement militant à partir des années 80, puis c'est quelque chose qui s'est progressivement institutionnalisé avec au sein de l'institution éducation nationale une structure majeure et désormais bien connue qui s'appelle le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui organise la très connue Semaine de la presse et des médias chaque année au mois de mars à l'école. C'est un gros événement, 3 800 000 élèves concernés cette année, plus de 200 000 enseignants, 1750 médias engagés, et puis une institutionnalisation aussi avec plusieurs jalons. Il y a eu la loi pour la refondation de l'école en 2013 qui consacre vraiment l'éducation aux médias en tant que telle, les 11 mesures pour les valeurs de la République, je le disais après les attentats de janvier 2015, jusqu'à la toute dernière loi des derniers jours, anti-fake news, loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, qui contient un volet éducation aux médias aussi. Et je le disais, alors ça va s'afficher peut-être derrière nous, une préoccupation majeure, puisque 88% des Français, selon un sondage La Croix à Kantar de janvier dernier, 88% des Français jugent important d'apprendre aux élèves à rechercher sur Internet des informations vérifiées, à repérer les fausses nouvelles, et 71% d'entre eux souhaitent un enseignement à l'information et aux médias pour tous ces élèves. Alors ce sera ma première question. Est-ce que c'est aujourd'hui le cas dans les écoles, les collèges, les lycées français? Est-ce que les 12 millions d'élèves français suivent cet enseignement et peuvent en bénéficier? Dans une certaine mesure, oui. Dans la mesure où l'éducation aux médias, d'une certaine façon, concerne l'ensemble des activités qui se passent à l'école. Au sens large, on peut dire qu'il y a une éducation aux médias pour l'ensemble des élèves de France, mais on peut faire évidemment beaucoup plus et beaucoup mieux dans le futur. Vous avez rappelé que le CLEMI existe depuis longtemps. Moi, j'ai toujours été un soutien très motivé du CLEMI, puisque je pense que depuis longtemps, ça remplit un objectif très important. En même temps, quand ça a été créé, c'était avec un objectif sans doute assez différent de celui d'aujourd'hui, puisqu'il y avait notamment une idée de soutenir la presse, tout simplement, notamment devant le constat que les élèves, les enfants, les adolescents, peut-être n'avaient pas suffisamment le réflexe de regarder la presse écrite. Il y avait cette idée de la soutenir, de créer l'habitude de lire la presse, qui était une idée forte. Et puis progressivement, cette idée a continué, mais une autre idée non moins importante, c'est-à-dire la capacité à bien discerner, à avoir du discernement, je crois que ce mot est un mot-clé, dans la lecture des informations, et notamment dans le monde numérique, s'est imposé comme étant un objectif essentiel. De sorte que ce que faisait le CLEMI, qui pouvait apparaître comme quelque chose qui se juxtapose à ce que nous faisons tous les jours à l'école, est devenu en réalité quelque chose de totalement central. L'éducation aux médias n'est pas un sujet comme un autre, un sujet qui viendrait s'ajouter. C'est un sujet qui vient se mettre au cœur de ce que nous avons à faire. Parce qu'en fait, quand je dis par exemple pour l'enseignement primaire, lire, écrire, compter, respecter autrui, je parle de quelque chose que l'éducation aux médias demande de faire, c'est-à-dire l'esprit, savoir lire déjà. Si on ne sait pas lire, on est déjà plus facilement victime de fausses informations, on est déjà en situation fragile par rapport à un monde de balivernes. Si on ne sait pas compter, ça veut dire qu'on n'a pas d'esprit logique. L'esprit logique est essentiel par rapport à cela. Et respecter autrui, c'est évidemment fondamental, parce que derrière l'éducation aux médias, il y a un sujet d'éthique. Donc la logique, la culture et l'éthique, le respect d'autrui, sont trois piliers fondamentaux que l'on retrouve avec l'éducation aux médias. Alors, vous le disiez, c'est aujourd'hui, ça peut être disséminé, si je puis dire, entre plusieurs disciplines, au collège, au lycée. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin en lui consacrant des heures dédiées, des séances dédiées au sein des programmes? C'est ce que pointait notamment le député LREM Bruno Studer dans son rapport sur l'école numérique il y a quelques semaines. Il disait pourquoi pas ne pas aller jusqu'à vraiment des classes dédiées, ancrées, inscrire dans le marbre cette éducation aux médias en tant que telle dans les programmes. Oui, alors c'est quand même en partie le cas, parce qu'il y a des références, vous l'avez dit, dans la loi, il y a des références aussi dans les programmes pour l'éducation aux médias. Ce qui est très important, c'est sur ce sujet comme sur d'autres, c'est toujours, encore une fois, d'insérer les choses dans
dans une logique d'ensemble plutôt que de juxtaposer. Donc on ne va pas, par exemple, inventer la discipline éducation aux médias. En revanche, il est bon qu'en français, en histoire, en économie et dans d'autres disciplines, on prenne de plus en plus l'habitude de faire référence à des sources d'informations écrites ou numériques et que l'on sache les critiquer, les mettre en perspective. C'est évidemment une compétence fondamentale. Nous sommes en train de renouveler les programmes du lycée. Ça va aller aussi de pair avec des outils pédagogiques. Il va de soi qu'à cette occasion, c'est l'occasion de renforcer l'éducation aux médias. Ça peut s'inscrire dans ces fameux enseignements de spécialité qui font partie de la réforme du lycée. Ça peut entrer dans l'un d'entre eux. Oui, il y a des enseignements de spécialité qui, chacun avec un angle différent, correspondent à ça. Quand on fait il y a une nouvelle spécialité qui va s'appeler sciences informatiques et numériques, la dimension historique et la dimension éthique sont présents dans les projets de programme. Vous avez une spécialité qui va s'intituler Humanité, littérature et philosophie. Elle est particulièrement indiquée pour traiter cette question. Elle est transdisciplinaire. Je le disais, on a vécu une grande mobilisation après l'année 2015, après les attentats. Et depuis, est-ce que le risque, ce n'est pas que tout ça, justement, retombe un peu, que le soufflet retombe un peu, cette mobilisation qu'on a eue à la fois au sein de l'Éducation nationale et à la fois chez nous, dans les rédactions? Est-ce qu'aujourd'hui, le risque, c'est que ça ne retombe pas un peu? Alors, vous avez raison de pointer le risque. Il existe toujours le risque de mobilisation sur des sujets et qui ensuite ne sont plus l'objet de mobilisation. Je crois que cependant que cet élan, si on peut dire, qui a existé en 2015 a encore une grande force dans la vie quotidienne de notre système scolaire. Il y a des sujets qui ne seront plus jamais les mêmes après Charlie Hebdo et avant Charlie Hebdo. Et je pense que ne serait-ce que parce que ces attentats, ça a commencé quand même par l'attaque d'un média. Et donc ça a été l'occasion d'une prise de conscience importante et aiguë qui, à mon avis, n'est pas éteinte. Elle doit être entretenue, elle doit être stimulée, mais elle n'est pas éteinte. Et en tout cas, je peux vous dire qu'il y a une motivation de la maison Éducation nationale et de moi-même très forte sur les enjeux qu'il y a derrière cela. Alors justement, vous le disiez, l'éducation média, elle a évolué, le paysage médiatique lui-même a évolué, les réseaux sociaux, les théories du complot, les fake news. On a changé de dimension clairement depuis quelques années. Comment on s'adapte à ça au sein de l'éducation nationale? À quelque chose qui bouge très vite. Oui, alors il y a plusieurs choses qui bougent en même temps, et c'est bien le monde dans lequel nous sommes, avec sa complexité. On a tous conscience qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle civilisation. C'est pas employer des grands mots de le dire. On est en train d'entrer dans une civilisation technologique, mondialisée, instantanée. C'est un fait, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ça va l'être encore plus dans les temps à venir. Pour moi, la question philosophique et existentielle de notre temps, c'est comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être quand même un monde de plus en plus humain. Comment est-ce qu'on fait pour mettre la machine au service de l'homme et pas l'inverse? Et comment on fait pour que l'information immédiate, l'immédiateté de la communication soit au service d'une densité de l'existence et pas d'une superficialité de l'existence. L'éducation est la première des réponses à cette question difficile. C'est pourquoi j'insiste tant d'abord sur les savoirs fondamentaux. C'est-à-dire que tout ceci est comme une pyramide, ou en tout cas comme quelque chose qui doit s'enraciner très fortement dans le sol pour pouvoir s'étendre vers l'avant. En clair, j'insiste énormément sur les savoirs fondamentaux parce que si nous voulons que nos enfants, nos adolescents puissent se déployer, il faut qu'ils aient une assise forte du point de vue de leur connaissance de base, encore une fois, lire, écrire, compter, mais aussi du point de vue de leur éthique, leur capacité à être empathique avec autrui, à travailler à plusieurs. Tout ça, ça fait partie en fait du soubassement. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avoir le reste. Il faut aussi avoir une culture générale, il faut avoir des connaissances historiques, c'est essentiel pour tous les citoyens. Et c'est sur ces bases-là ensuite qu'on déploie d'autres compétences. D'abord des compétences plus fines encore en matière d'éducation aux médias, mais aussi les compétences numériques. Apprendre la programmation aujourd'hui dès l'école primaire, comme nous sommes en train de le promouvoir, c'est évidemment non seulement savoir programmer, donc savoir avoir une approche non superficielle du numérique, mais c'est aussi développer son sens logique. Et tout ce qui développe le sens logique est bon pour l'éducation aux médias. Mais face à la multiplication aujourd'hui des canaux d'information, des jeunes qui aujourd'hui vont sur Snapchat, pour qui Facebook est déjà presque démodé, chez les collégiens en tout cas, est-ce que l'éducation nationale n'est pas condamnée à être en permanence à la traîne, finalement, en retard?
Non, parce que justement, nous devons toujours éviter de courir derrière quoi que ce soit. On est à la traîne quand on essaye de rattraper quelque chose à tout prix, quand on est haletant derrière ce qui nous apparaît être la nouveauté. Or, l'éducation, l'école, au sens large, l'école est un lieu à part, est un lieu qui n'obéit pas aux mêmes logiques que le reste du monde, comme toutes les institutions de savoir depuis toujours. Et donc, elle a sa temporalité propre. Lorsqu'on interdit le téléphone portable au collège, on dit quelque chose sur cette temporalité propre et sur cette vie particulière qui est celle de l'éducation. C'est le meilleur service que l'on peut rendre, un des meilleurs services que l'on peut rendre aux élèves et à nos enfants et adolescents, c'est la capacité de concentration, la capacité à faire silence. On promeut par exemple quelque chose qui s'appelle silence on lit, qui est et des variantes de cela, qui consiste à s'arrêter 10 minutes ou un quart d'heure. Tout le monde s'arrête. Le professeur, le personnel de cantine, les enfants, l'ensemble des personnels, des personnes qui sont là, s'arrêtent et lisent pendant un quart d'heure. Faire ça, c'est évidemment donner cette capacité de recul, cette capacité de concentration, cette capacité de silence, la capacité aussi à d'autres moments de dialogue. Bref, mettre de l'humain dans un monde qui parfois déshumanise par sa rapidité. Et donc l'école doit assumer d'être ainsi. Après, est-ce que ça veut dire qu'elle est déconnectée des technologies? Pas du tout. C'est sur cette base-là qu'elle prend en compte non pas la révolution numérique, mais les révolutions numériques. Puisqu'on parle toujours de façon un peu globale de tout cela, mais en réalité, il y a plusieurs choses à la fois qu'il faut savoir prendre en compte. Quand vous avez la révolution 3D, c'est une révolution en soi que l'école doit prendre en compte. Quand vous avez la révolution réseaux sociaux, c'est une révolution en soi que l'école doit prendre en compte. La révolution intelligence artificielle, c'est une révolution en soi, dont je parlais d'ailleurs juste avant de venir vous voir, qui est évidemment clé pour l'éducation. Mais pas en courant derrière, en montrant le chemin. Parce que par exemple, là, une heure avant de vous voir, j'ai remis des prix à des personnels de l'éducation nationale qui sont dans l'innovation technologique et par exemple certains qui ont développé de l'intelligence artificielle pour des capacités prédictives sur ce que des élèves vont pouvoir désirer après avoir fait des choses. Et là, ce qu'on a fait là, c'est aussi le développement de compétences en France qui vont avoir un intérêt à un niveau mondial. Donc, avec les exemples que je vous donne, vous voyez, ce qui serait absurde, c'est de courir derrière les nouveautés. Ce qui fait sens, c'est d'être à la pointe de l'innovation. C'est pas la même chose. Et puis, il y a les dérives, les dangers, la théorie du complot, par exemple. Est-ce que vous, sur cette diffusion des théories du complot dans les cours de récré, vous avez aujourd'hui des signaux inquiétants qui vous remontent? Parce qu'on sait que c'est très prégnant au sein, plus globalement, de la société française, mais à l'école plus particulièrement. Oui, on sait bien que la théorie du complot gagne du terrain. Il y a de multiples enquêtes qui le montrent. Je le vois un peu, pas tant que ça, mais je le vois un peu au travers des remontées de signalements de violence, quand cette dimension-là peut apparaître dans les motivations d'une violence ou de quelque chose qui est hors des clous. Il y a le sujet de la laïcité, bien entendu, aussi, qui est concerné. La pensée fondamentaliste est une pensée qui, évidemment, cultive la théorie du complot. Et on a souvent il arrive qu'on ait des contestations d'enseignement, soit au nom de la religion, soit au nom d'une théorie du complot qui peut être elle-même liée à la religion. Et nous devons donc évidemment être très, très attentifs à ça. C'est pour ça qu'on a créé les équipes laïcité, racisme et antisémitisme, qui sont dans chaque académie maintenant, qui sont déjà intervenues 400 fois depuis qu'on les a créées au mois d'avril, lorsqu'on nous signale des problèmes de ce genre. Cette révolution numérique dont vous parliez, elle est aussi gérée ou animée en tout cas par des grands acteurs du web, les GAFAM. Facebook, par exemple, a commencé à travailler sur les fake news. Il commence à se doter d'outils internes contre les fake news. Est-ce qu'il faut travailler avec eux? Est-ce que l'institution éducation nationale peut aujourd'hui faire confiance à ces GAFAM, à Facebook, à Amazon, ou est-ce qu'au contraire, il faut rester à distance au sein de l'école? Alors, c'est évidemment une très bonne question. Il y a, à la fin du mois d'août, je me suis exprimé dans une université d'été de l'éducation numérique qui s'appelle Ludovia, dans l'Ariège. Et je dis ça parce qu'on peut le regarder sur Internet. Ça dure 1 heure et j'ai expliqué un petit peu notre stratégie sur le numérique. Les 2 mots-clés que j'ai utilisés, c'est protection et ambition. Et j'assume le premier mot autant que le second. Le premier mot est clé, c'est-à-dire on doit créer un cadre de confiance pour le déploiement de nos compétences numériques. Pour être ambitieux sur le plan numérique, il faut d'abord créer le cadre de confiance. Et donc ça commence par la protection. La protection, c'est éviter que les données personnelles de nos élèves partent
en dehors de nous et pour autre chose que l'éducation. Donc, par exemple, nous protéger vis-à-vis des GAFAM qui peuvent être tentés d'exploitation extra-éducative des données. Protéger contre le cyberharcèlement, protéger contre l'addiction aux écrans, protéger contre la fréquentation des sites pornographiques ou complotistes ou racistes. Donc cette dimension de protection, elle est essentielle dans ce que nous avons à faire. J'ai nommé un responsable de la protection des données à l'échelle nationale pour l'éducation nationale. Et puis, ambition. Ambition, c'est être capable, évidemment, de développer les technologies utiles pour l'éducation du futur, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure. C'est développer les compétences de nos élèves en matière numérique. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, l'un est au service de l'autre. Dans ces deux dimensions, il peut y avoir de l'accord avec les GAFAM, mais à condition que ce soit sur des bases saines et entendues. C'est pour ça que je suis très vigilant sur cette question. J'ai noté de la bonne volonté de la part de certains acteurs. Il y a une semaine, j'étais avec Brigitte Macron dans un collège de France. Dans ce collège, nous étions sur le sujet du cyberharcèlement. Là, en l'occurrence, notamment le cyberharcèlement à caractère sexiste ou sexuel, qui est un fléau aussi auquel on a à faire face. Eh bien, il y avait quelqu'un de Facebook et donc d'Instagram qui était là, et avec qui on a un accord pour que Facebook et Instagram nous aident à mettre fin à du cyberharcèlement. Donc on doit faire des choses comme ça avec eux, puisqu'ils sont les outils par lesquels il faut passer. Et en même temps, être très vigilant sur le fait que des règles du jeu sont respectées par eux aussi. Alors, pour une bonne éducation aux médias, il faut des médias, des journalistes partenaires. J'en profite pour faire un peu de la pub, puisqu'à Radio France, on est particulièrement volontaire sur le sujet, avec Interclasse, avec les clés des médias, avec France Info Junior. Comment rapprocher ces deux mondes, les enseignants, les journalistes, qui sont parfois un peu dans une méfiance mutuelle, finalement ? Comment les rendre partenaires en tant que journalistes? On le voit dans les rédactions depuis les attentats notamment. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de volontaires pour intervenir dans les écoles, mais des fois ça peut faire un peu peur de se confronter à cette grosse machine qu'est l'éducation nationale que l'on connaît mal. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir à ces journalistes qui seraient potentiellement intéressés? Je leur dis, venez, beaucoup le savent, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et d'ailleurs le Clémy, effectivement, joue un rôle très, très bon. Il est évident qu'il y a une série de professions qui sont bienvenues à l'éducation nationale. Vous voyez, par exemple, je vais prendre le sujet par un autre bout, mais dans le nouveau baccalauréat, qui est le baccalauréat 2021, mais qui a un effet en amont sur la transformation du lycée en ce moment même, dans ce nouveau baccalauréat, il y a une épreuve orale un peu solennelle à la fin. Elle est faite pour donner un signal à l'ensemble du système éducatif sur la capacité à s'exprimer, mais aussi la capacité à argumenter, donc la capacité à défendre quelque chose de façon cohérente. C'est évidemment un signal sur la forme et sur le fond qu'on envoie à l'ensemble du système éducatif, sur le fait de développer ça. Eh bien, les barreaux, les avocats sont bienvenus en ce moment. On a des accords avec eux pour qu'ils viennent, pour entraîner les élèves à l'éloquence, mais aussi au maniement rationnel de l'argumentation. Les journalistes sont assez voisins de ce type de compétences, a fortiori les journalistes de radio comme vous ou de télévision, mais aussi en presse écrite, sont souvent habiles à l'oral. C'est typiquement par ce biais-là aussi une porte d'entrée vers nos élèves pour leur apporter quelque chose au titre de cette compétence. Et en réalité, je prenais cet exemple parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'on est sur quelque chose même de différent, qui n'est pas directement l'éducation aux médias, on arrive in fine aux enjeux de l'éducation aux médias, c'est-à-dire la capacité à avoir du discernement, la capacité à argumenter rationnellement. Argumenter rationnellement, c'est déjà s'éloigner du complotisme. Alors j'ai une dernière question, après on ouvrira l'échange pour quelques minutes avec la salle. On n'a pas parlé encore de la formation des enseignants. Et là on se rend compte aussi qu'il n'y a pas grand-chose sur l'éducation aux médias dans le cursus actuel, dans la formation des enseignants, ce qu'on appelle les SP, les instituts de formation des enseignants. Il y a une réforme de la formation des enseignants qui est en cours. Est-ce que ça pourrait être l'occasion de sensibiliser ces enseignants lors de leur formation initiale, ces jeunes enseignants, à l'éducation aux médias? La réponse est clairement oui. Et d'une certaine façon, c'est l'occasion pour moi de le dire ce soir. Il y a un certain nombre de choses par lesquelles la formation des professeurs doit forcément passer, et l'éducation aux médias en fait clairement partie. S'il y a une réforme future de la formation des professeurs, au travers de la loi qui sera votée au début de l'année 2019, et puis de tout ce qui va accompagner cette loi. Si donc il y a une raison d'être sur ce point, c'est d'avoir une formation des professeurs qui garantisse davantage que tous les professeurs puissent bénéficier
de certaines choses incontournables. C'est vrai pour la lecture, sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est-à-dire que c'est très important que nos futurs professeurs aient reçu un enseignement dense sur les mécanismes d'apprentissage de la lecture, pour aider tous les enfants à vraiment être à l'aise dans la matière. C'est vrai en mathématiques, où on a eu un certain affaissement du niveau et on a besoin de renouer avec une culture mathématique et scientifique puissante des professeurs, et c'est évidemment relié à notre sujet, très fortement, la dimension mathématiques et sciences, pour là aussi être fidèle à l'esprit des Lumières, aller contre le complotisme, etc. Et puis l'éducation aux médias stricto sensu, effectivement, doit faire partie du référentiel de formation des professeurs, j'en suis totalement convaincu.